Donc je suis Lucie Tréguier, je suis avocate au barreau de Paris et je suis l'associée et cofondatrice du cabinet AOD que nous avons créé avec Cyrielle Gauvin il y a seulement quelques mois. Le cabinet AOD, c'est un cabinet qui est dédié aux industries culturelles et au marché de l'art. Donc, c'est un cabinet qui est vraiment dédié à un secteur d'activité très spécifique. Je suis également la présidente et la cofondatrice de l'association Le Barreau des Arts, qui est une association qui donne des conseils juridiques pro bono, donc bénévoles, aux artistes précaires et qui regroupe aujourd'hui une soixantaine d'avocats et une cinquantaine d'étudiants, tous spécialisés en propriété intellectuelle et en droit d'auteur. Lucie, pour ce deuxième épisode, tu vas nous parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important pour les photographes? C'est important parce que l'intelligence artificielle, c'est le plus utilisé, donc ça impacte nécessairement les photographes. Certains peuvent l'utiliser comme un outil, hein, vraiment ça peut être quelque chose de positif pour certains qui vont utiliser les plateformes pour créer, vraiment pour créer de nouvelles formes de photographie. Et puis pour certains, ça va être notamment les photographes de publicité par exemple. Dans ces cas-là, on peut avoir des briefs qui exigent une utilisation de ces plateformes de génération d'images créées par l'intelligence artificielle. Donc les photographes, c'est sûr, sont impactés et sont peut-être les premiers impactés parmi les artistes. Et sur ce sujet d'intelligence artificielle, ce que je peux peut-être préciser quand même, c'est que quelles que soient les questions que tu vas me poser, je vais pas pouvoir donner une réponse très claire parce que il n'y a pas en fait de décision, contrairement à le droit d'auteur, le droit à l'image. On a des décisions puisque ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ces fondements-là existent. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est tellement nouveau qu'en France, on n'a pas encore de vraies décisions en fait. Donc toutes les réponses que je vais pouvoir donner seront, voilà, il faut bien se souvenir de ça dans les réponses et aussi bien dans un mois, dans 2 mois, dans un an, dans 2 ans, c'est sûr que ça aura évolué et donc c'est sûr que les réponses seront différentes. Alors justement, au fait, tout simplement, c'est quoi l'intelligence artificielle et quels sont ses enjeux? Alors la définition, elle est difficile. J'ai trouvé une définition que j'utilise, que j'aime bien utiliser, puisque c'est un pilier qui a donné, puisque c'est le Parlement européen qui a cherché lui-même à établir des règles harmonisées. Et dans une proposition de règlement, je vais lire la définition, mais le Parlement dit qu'il s'agit d'un logiciel qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. Donc c'est assez flou. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que c'est un logiciel. En fait, ce qu'on peut retenir, est évidemment qu'il y a cette création d'images qui sont générées par l'intelligence artificielle et qui exige peut-être, quand on parle de définition, on peut aussi penser aux acteurs, qui exige une personne qui va donner des instructions, donc qui va donner un script, en fait, qui va dire voilà l'image que je veux. Il y a ensuite une plateforme qui est la plateforme, concrètement le logiciel, et puis derrière, il y a la personne qui a créé la plateforme, et puis tous ces intervenants qui entraîne cette plateforme avec les autres œuvres pour pouvoir l'entraîner à être plus performante et à créer des œuvres ou des images générées par l'intelligence artificielle qui sont de plus en plus performantes. Et on le voit de plus en plus, des images qui sont de plus en plus réalistes en fait. En quoi ces œuvres, utilisées pour entraîner l'IA, a un impact pour les photographes? Alors ça a un impact parce que concrètement, c'est potentiellement les œuvres des photographes qui vont pouvoir être utilisées pour entraîner l'intelligence artificielle, donc ce logiciel-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une intelligence artificielle, en fait, elle évolue sans cesse. Et pour qu'elle évolue, pour justement qu'elle soit plus performante, elle analyse, elle ingère des images qui peuvent être donc c'est tout ce qu'on trouve sur Internet, mais ça peut être des images qui sont protégées. Ça va être des images qui sont sur les sites de photographes, par exemple. Enfin, ça a un impact évidemment pour les photographes, puisque concrètement, ce que ça signifie, c'est que l'intelligence artificielle va être entraînée avec donc toutes ces photographies, y compris protégées. Et moi, en tant qu'utilisateur de l'intelligence artificielle, je vais pouvoir lui dire je veux une photographie qui serait similaire aux œuvres de couturier. Concrètement, si l'intelligence artificielle a été entraînée également en utilisant les œuvres de couturier, il va me créer une œuvre donc par l'intelligence artificielle qui serait vraiment très similaire à ces œuvres. Donc on voit que pour le photographe, ça va avoir un impact. Si oui ou non ces œuvres sont utilisées par l'intelligence artificielle
pour justement s'entraîner, potentiellement, les œuvres qui vont ensuite être créées vont pouvoir être plus ou moins similaires à ces œuvres. Et d'ailleurs, même, il n'y a pas besoin de dire... Alors, si on dit une œuvre similaire à une œuvre de couturier, là, je pense que ça serait vraiment le pire, parce que vraiment, si elle a été entraînée avec une œuvre de couturier, elle va vraiment être similaire. Mais on peut avoir... si elle est entraînée avec une œuvre de couturier, même si dans le script, on ne demande pas une œuvre similaire à couturier, mais qu'on dit, je ne sais pas, un paysage de... Voilà, si jamais elle a été entraînée avec ces œuvres de couturier, ça peut ressembler, même si l'utilisateur n'a pas demandé à ce que l'image ressemble. Donc on voit que ça a un impact dans ces deux cas, du plus extrême au moins extrême, ça a un impact pour le photographe, si oui ou non ces œuvres sont utilisées pour entraîner cette intelligence artificielle. Donc en France, encore une fois, il n'y a pas de décision. Donc je ne peux pas vous dire si c'est problématique. Il y a plusieurs décisions qui sont en cours aux États-Unis. A priori, l'Union européenne considérait que ces utilisations dans ce cadre-là, parce qu'en fait c'est assez caché, hein, ces entraînements-là, on ne sait pas, en fait on ne peut jamais savoir avec quoi ces intelligences artificielles-là sont utilisées. A priori, l'Union européenne pencherait plutôt pour une absence de violation au droit d'auteur par juste cette utilisation à titre d'entraînement par les intelligences artificielles et dirait qu'il s'agit de... Alors on a une exception en droit d'auteur qui est l'exception de fouille, de data mining. L'Union européenne pencherait plutôt pour le fondement de cette exception pour justifier cette utilisation, à voir voilà, selon les textes qui pourraient être rendus ou des décisions prochainement. Donc là, a priori, en l'état, les photographes ne peuvent pas faire grand-chose. Alors sur l'entraînement, non. Sur les œuvres qui sont utilisées par les intelligences artificielles pour s'entraîner, a priori, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Après, il y a des choses qui peuvent être faites sur l'image qui est générée vraiment à proprement parler. Là, on va pouvoir faire quelque chose si l'œuvre est vraiment, ressemble vraiment concrètement est similaire au sens du droit d'auteur, donc qui pourrait s'agir de la contrefaçon, on va pouvoir potentiellement agir dans ce cas-là. Mais en fait, il pourrait faire quelque chose, mais c'est que c'est impossible de prouver que vraiment leurs œuvres ont été utilisées. Donc c'est pour ça que c'est seulement potentiellement sur le résultat créé par l'intelligence artificielle que les auteurs vont pouvoir agir. Et d'ailleurs, en parlant du droit d'auteur, est-ce que ces œuvres qui sont donc générées par un logiciel d'intelligence artificielle, est-ce que ces œuvres sont elles-mêmes protégées par le droit d'auteur? Ouais, et en matière de droit d'auteur, c'est vraiment là la question principale. Tout le monde, enfin tous les juristes, on s'arrache tous les cheveux à ce sujet. En France, encore une fois, il n'y a pas de décision. Donc, je ne peux pas vous dire oui ou non de manière très claire. Ce qu'on fait, du coup, en tant que juriste, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans les autres pays. Et les États-Unis nous apportent pas mal d'informations. Et dès lors qu'il y a des critères qui sont comparables et qui sont même similaires dans ces deux juridictions, c'est des décisions qui sont intéressantes. Alors, il y a plusieurs décisions qui ont été rendues. Il y en a une qui a été rendue par le Copyright Office américain. Donc, vous vous souvenez, dans l'épisode 1, je vous disais qu'en France, il n'y a pas besoin de déposer les œuvres pour qu'elles soient protégées. Aux États-Unis, c'est différent. Donc, on peut déposer les œuvres au Copyright Office pour recevoir vraiment une forme d'accréditation, donc pour vraiment faire naître le droit. Donc le Copyright Office a eu une demande de dépôt d'une œuvre qui avait été générée par l'intelligence artificielle et a refusé d'octroyer une protection sur le fondement que c'était une œuvre qui n'avait pas été réalisée par un auteur, donc une personne humaine, mais par un logiciel, et donc que c'était pas une œuvre qui pouvait être considérée comme originale. Et cette décision a d'ailleurs été confirmée là très récemment cette semaine dans une décision d'un tribunal fédéral à Washington et qui a confirmé ce critère-là. Donc c'est plus seulement l'Office Copyright Office, mais c'est vraiment un tribunal qui confirme que a priori une œuvre qui serait créée par l'intelligence artificielle ne serait pas protégeable. En France, selon moi et selon, je pense, la majorité de la doctrine, on suivrait cette approche-là, puisque pour qu'une œuvre soit originale, je vous souvenez dans l'épisode 1, je vous disais, il faut prouver que l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc, dans le cas d'une œuvre qui serait générée par l'intelligence artificielle, il va falloir y aller pour prouver que ça porte l'empreinte de personnalité d'un auteur qui
concrètement n'existe pas, ou en tout cas n'est pas une personne, ni une personne physique, ni même une personne morale, mais qui est un logiciel. Je pense qu'on va suivre ce critère-là. Après, tout dépend évidemment de l'implication de l'humain. Si l'intelligence artificielle est vraiment utilisée comme une aide, mais que la majorité de la photo est créée par un esprit humain, donc par une personne physique, potentiellement l'œuvre va pouvoir être protégée. Mais si c'est vraiment un script d'une personne physique, donc l'utilisateur de l'intelligence artificielle, et ensuite une génération uniquement de cette intelligence artificielle, a priori, on suivrait les États-Unis et l'œuvre ne devrait pas être protégée par le droit d'auteur. Dans le cas où l'œuvre est protégeable, qui détient les droits d'auteur? Ouais, alors, donc, bon, a priori, elle serait pas protégeable, hein, donc c'est un peu théorique, mais on revient en fait aux acteurs. Vous vous souvenez, au début, on disait, donc il y a le logiciel qui est cette intelligence artificielle, il y a l'utilisateur qui donne le script, donc je sais pas si vous avez déjà utilisé, mais c'est vraiment, on dit, je veux un paysage avec des champs de blé et un ciel bleu et un soleil rouge. L'intelligence artificielle va créer. Mais moi, en tant qu'utilisateur, j'ai quand même une part d'implication, puisque c'est quand même moi qui vais avoir l'idée d'avoir un soleil rouge dans la création de cette image. Et puis, ça va être la société, le troisième acteur, c'est la société qui a créé l'intelligence artificielle. Donc, pour l'utilisateur, a priori dans son script, alors potentiellement si c'est un script incroyable, si c'est un script qui est lui-même original, il va pouvoir prouver que son script est protégeable par le droit d'auteur potentiellement, mais seulement du coup ce qu'il a écrit. Donc ça serait une œuvre littéraire. Donc ça va pas nous aider beaucoup sur vraiment l'image en tant que telle qui a été générée. On va pas pouvoir dire que puisque son script est protégeable, l'image en tant que telle est protégeable et que les droits seraient détenus par cet utilisateur. Donc a priori j'ai du mal à voir comment juste en donnant des informations l'auteur du script, l'utilisateur pourrait être considéré comme auteur. Pour l'intelligence artificielle, donc le logiciel, c'est pas une personne. Donc pareil, c'est ni une personne physique ni une personne morale. Il n'y a pas de... en fait, il n'y a pas de personnalité. Donc en droit, seules les personnalités peuvent avoir, que ce soit personnalité physique, personne physique ou personnalité morale, peuvent avoir des droits, peuvent être titulaires de droits. Donc de la même manière, j'ai du mal à voir comment l'intelligence artificielle pourrait détenir des droits. Et puis la société, oui, il y a eu beaucoup d'investissements qui sont réalisés. Ça, c'est sûr que justement, pour entraîner, il y a plusieurs salariés, des centaines, des milliers parfois de salariés qui sont là tous les jours pour entraîner cette intelligence artificielle avec toutes ces données et puis qui ont mis évidemment énormément d'investissements pour créer cette plateforme, cette société. Mais au-delà de ça, ils ne font qu'offrir cette plateforme aux utilisateurs. Donc, j'ai aussi du mal à voir comment ça pourrait être cette société qui serait titulaire de droits d'auteur. Donc rien que avec cette question de qui détient ces droits d'auteur, on voit qu'en réalité, il y a un peu une impasse parce que personne, en tout cas à mon sens, et aujourd'hui, encore une fois, ça va, c'est sûr, évoluer dans quelques mois, dans quelques années, mais j'ai du mal à voir comment l'un de ces acteurs pourrait détenir des droits d'auteur sur cette image générée par l'intelligence artificielle. C'est intéressant parce que là, aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de photographes qui maintenant utilisent l'IA pour créer des œuvres, pour créer des séries, etc. Donc aujourd'hui, ça veut dire que sur tout ce travail-là, on ne connaît pas encore qui est le propriétaire finalement du droit d'auteur de ces œuvres. Ouais, c'est sûr. Après, encore une fois, si l'auteur est très impliqué dans la création, si c'est pas juste une image générée par l'intelligence artificielle, mais que l'intelligence artificielle est un outil dans une image globale, là, l'auteur pourrait avoir des droits d'auteur. Et je pense que ce qu'il faut bien faire, notamment pour ces artistes-là qui utilisent les intelligences artificielles, c'est bien regarder les plateformes qu'ils utilisent. Puisque ces plateformes, souvent, ont des... Alors, c'est très rarement des plateformes françaises. Enfin, aujourd'hui, c'est principalement des plateformes américaines. Et dans leurs conditions générales, on va avoir plusieurs précisions qui vont être faites, notamment sur l'existence ou non de droits d'auteur. Alors, bon, ils
ils expriment voilà, une opinion, puisque en réalité, ce qu'ils mettent dans leurs conditions générales pourrait être considéré comme nul par un tribunal, mais en tout cas, on le voit bien, et c'est hyper intéressant de regarder les conditions générales de ces différentes plateformes, puisque les réponses qui sont données à toutes ces questions qu'on s'est posées aujourd'hui sont différentes en réalité. Certaines plateformes disent qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc il y a certaines plateformes qui disent c'est des œuvres créées par l'intelligence artificielle, il n'y a pas de droit d'auteur, donc du coup la question de la titularité se pose pas. Mais on voit aussi pas mal de plateformes, et la majorité d'entre elles, puisque ça fait sens pour elles qu'il y ait une cession qui soit possible, qui disent que oui, il y a du droit d'auteur, et que c'est eux qui détiennent ces droits d'auteur, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soit céder, soit licencier à l'utilisateur les droits qui existent. Donc l'utilisateur, je sais pas... une boîte de communication qui voudrait réaliser une photographie pour une publicité spécifique, évidemment, il faut qu'ils puissent exploiter cette photo. Donc, il faut qu'ils puissent l'utiliser dans leur publicité, la diffuser, etc. Donc, évidemment, ils vont devoir se faire céder. S'il existe des droits d'auteur, il faut qu'ils soient cédés. Et dans ce cas, il y a souvent, pour certaines plateformes en tout cas, on va avoir différents modèles de licence ou de cession, et il va y avoir par exemple la cession premium, où dans ce cas, l'utilisateur va avoir le droit d'utiliser l'œuvre, enfin en tout cas voilà, l'image créée pour l'exploiter à tout titre, donc notamment à titre commercial. Mais dans le cas, on va aussi avoir d'autres niveaux de licence où ça va être une utilisation, mais pas à titre commercial. Donc du coup, il y a certaines plateformes qui le font, et c'est pour ça que c'est très important pour l'utilisateur, et notamment pour le photographe qui utiliserait l'intelligence artificielle comme outil pour créer ses œuvres, de bien regarder ses conditions générales avant de s'inscrire, puisque les solutions qui sont données par les plateformes sont différentes, et c'est d'autant plus important que, puisqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de décision de justice claire et sûre sur vraiment est-ce qu'il y a des droits, par qui sont dénués les droits, comment les exploiter, quels sont les contrats, peut-être qu'il va y avoir un droit sui generis qui va être créé, peut-être, voilà, en fait on n'en sait rien, et c'est ça qui est passionnant. Mais donc pour les photographes qui utiliseraient, vraiment il faut bien regarder ces conditions générales là qui, sans rien d'autre, font foi en fait. Ça va être un contrat. S'ils utilisent la plateforme, ils vont signer d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas ils accepteront ces conditions générales. Donc ça va être un contrat entre eux et la plateforme, et donc l'utilisation qu'ils pourront faire de ces images là va dépendre de ces conditions générales là, à l'heure actuelle en tout cas. Et justement un photographe crée une œuvre à partir de l'IA, est-ce qu'il a une obligation de dire que c'est une œuvre générée par l'IA? Je pense qu'à l'heure actuelle, dès lors qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation. Sans obligation juridique qui exigerait que le photographe précise qu'il s'agit d'une œuvre générée par l'intelligence artificielle, a priori, il n'y a pas d'obligation. Après, il y a quand même des règles qui s'appliquent, des règles générales qui sont les règles de loyauté, qui sont notamment alors typiquement si c'est pour une publicité, il va y avoir des règles, notamment les règles de la RPP, qui vont être très strictes, et où il faut expliquer aux consommateurs, puisque la publicité s'adresse aux consommateurs, que c'est une œuvre générée par l'intelligence artificielle, que voilà. Je pense que dans ces cas-là spécifiques où l'œuvre s'adresse aux consommateurs, c'est sûr qu'il faudra le préciser. Après, à titre purement artistique, je pense que à l'heure actuelle, je pense que c'est un choix du photographe de préciser ou non qu'il s'agit d'une œuvre générée par l'intelligence artificielle. Je pense que c'est évidemment... si le photographe utilise cet outil, je pense que c'est aussi dans le cadre d'une recherche artistique. Donc je pense que il vaut mieux en tout cas préciser qu'il s'agit d'une œuvre générée par l'intelligence artificielle. Et puis encore une fois, à vérifier dans les conditions générales, peut-être que les plateformes qui sont utilisées pour générer ces œuvres, si on peut appeler ça des œuvres, exige peut-être une mention spécifique que l'œuvre a été générée par non seulement l'intelligence artificielle, mais peut-être même par cette plateforme spécifique-là.